Coup de théâtre au palais de justice de Paris. En venant se constituer prisonnier, le sous-directeur de la sûreté marocaine, Ahmed Dlimi, a provoqué l'un des mouvements de foule les plus spectaculaires jamais enregistrés dans cette enceinte. Il a, du même coup, provoqué l'ajournement in extremis d'un procès qui en était arrivé à sa 38e audience. En raison des implications juridiques que comporte son initiative, il est plus que probable que le procès Ben Barka ne pourra reprendre avant longtemps. Et puis parmi ces juges, il y a le colonel Dlimi, condamné et emprisonné en France pour l'affaire Ben Barka, bras droit d'Oufkir jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, dit-on, le nouvel homme fort du régime. Je suis très optimiste en ce qui concerne l'avenir du Sahara, même s'il y a encore quelques incidents, je trouve que c'est tout à fait normal, dans un certain sens, étant donné l'action que mène notre voisin à l'Est pour essayer de perturber la paix dans la région. Je pense que tout cela se terminera très rapidement, que tout redeviendra normal le plus vite possible. C'est-à-dire qu'une solution pacifique pourrait être trouvée pour faire disparaître la tension qui existe entre l'Algérie et le Maroc à l'heure actuelle. C'est du domaine politique, ce n'est pas mon affaire. Mais sur le domaine militaire, vous êtes optimiste, quelle que soit l'éventualité envisagée? Je suis optimiste, aucun problème. Que ce soit en cas de guerre ou en cas de paix, vous êtes optimiste? Je ne pense pas qu'il y ait un homme conscient qui puisse vraiment envisager la guerre d'un cœur, d'un esprit serein. Mais je suis convaincu que les responsables sur le plan politique et diplomatique trouveront les solutions qu'il faut afin d'éviter une telle éventualité qui ne peut être que catastrophique pour tout le monde. Acclamé par les troupes qui se sont battues à Amgala, le colonel Dlimi, l'un des plus fidèles officiers du roi Hassan II. Il a été chargé de nettoyer le Sahara. 44 ans, il a beaucoup fait parler de lui au moment de l'affaire Ben Barka et après la mort du général Oufkir. La première bataille d'importance qu'il a livrée au Sahara s'est soldée par une nette victoire de l'armée marocaine. La dernière bataille que nous avons livrée au Sahara, c'était la bataille d'Amgala, où des unités de l'armée algérienne s'étaient installées. Et nous avons été obligés de monter une opération pour les déloger d'Amgala, qui fait partie du territoire marocain. Est-ce que cette bataille a été dure? Je ne dirais pas qu'elle a été dure, mais elle était assez chaude comme bataille, puisqu'elle a mis en présence, bien entendu, des effectifs qui n'étaient pas très nombreux. Il y avait du côté algérien près de 450 éléments, avec quelques éléments du Polisario, et du côté marocain, il y avait des groupements tactiques. Et les armées algériennes et le Polisario étaient fortement armés? Oui, comme vous l'avez constaté vous-même, vous avez vu des armes qui vont du pistolet jusqu'au Strella, c'est-à-dire le SAM-7. Est-ce qu'il y a d'autres points comme celui-là à l'intérieur du Sahara où l'armée algérienne est présente? Effectivement, il y a d'autres points où l'armée algérienne s'est installée et où elle est actuellement, mais j'espère qu'ils comprendront qu'ils doivent rejoindre leur foyer en Algérie et de laisser le Maroc tranquille. Autrement? Autrement, nous serons obligés de les déloger des autres points comme nous les avons délogés d'Amgala. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un conflit direct, encore plus violent, entre les troupes marocaines et algériennes? Nous ne faisons que, comme je vous l'ai dit, nettoyer notre propre territoire. Et si nous trouvons des éléments qui s'introduisent sur notre sol, nous ferons tout pour les détruire. Vous nettoyez avec beaucoup de force? Nous mettons chaque fois, selon le terrain, selon les informations que nous avons sur l'ennemi, nous mettons les forces qu'il faut pour mener à bien notre mission. Le Polisario s'est effectivement replié en Mauritanie, jusqu'où, nous a dit le général Dlimi, chef de l'état-major,
L'aviation marocaine vient d'exercer son droit de suite. Hier soir, à la frontière, hier en fin d'après-midi, dans la frontière mauritanienne, nous avons repris le contact, si vous voulez, visuel avec les éléments du Polisario au nord-ouest de Birmogreen. Et après avoir avisé les Mauritaniens par la voie diplomatique, nous avons reçu l'autorisation de faire intervenir l'aviation sur ces éléments. Sur le territoire mauritanien. Pilonnés par l'aviation, des Mirage F1 qui lâchent des roquettes à basse altitude, les Sahraouis ont décroché. Ils se sont éparpillés dans la nature. Le général Dlimi, l'homme à qui le roi Hassan II a confié la poursuite de la guerre dans le Sahara occidental, l'homme qui a repensé la stratégie marocaine, qui a fait construire le mur, est venu se rendre compte sur place des résultats obtenus. Conformément à la tradition musulmane, le général Dlimi a été enterré moins de 24 heures après sa mort. Nous sommes à Rabat, à la grande mosquée de la ville. Le corps du général est accompagné à la grande prière de l'après-midi par les officiers supérieurs du pays, en présence également du prince héritier, Sidi Mohamed, et du frère du roi, le prince Abdallah. Tous les dignitaires du royaume étaient là, tous ceux que côtoyait en tout cas depuis 20 ans le général Dlimi. Le roi Hassan II est revenu de Marrakech dans son palais royal de Rabat, où il doit accueillir demain François Mitterrand. Alors bien sûr, à la veille de cette visite officielle, la mort du général Dlimi est un coup dur pour le souverain marocain. J'ai rencontré plusieurs fois le général Dlimi, il y a quelques semaines encore. Nous étions avec Jean-Louis Saporito au sud marocain, en compagnie du général Dlimi qui inspectait ses troupes dans ces territoires du Sahara occidental. Agadir, au sud du Maroc, sur une base militaire. Voici le personnage le plus puissant du pays, il ne s'est jamais laissé filmer, n'a jamais donné d'interview, c'est le patron de l'armée, mais aussi le responsable des services de sécurité et l'homme de toutes les missions secrètes. Cet homme, c'est le général Dlimi. Mais pour mieux comprendre l'irrésistible ascension de ce militaire, il faut remonter 17 ans en arrière. L'affaire Ben Barka, le lieutenant Dlimi est mêlé aux côtés du général Oufkir à l'enlèvement sur le territoire français du leader marocain. Et il a accepté de parler pour la première fois de cet épisode douloureux des relations franco-marocaines. Cette affaire m'a déjà coûté assez cher puisque j'ai passé 8 mois en tant que pensionnaire de la santé à Paris et que, heureusement, à la suite d'un procès public à Paris, en cour d'assises, j'ai été totalement blanchi et acquitté par la justice française. Cette affaire, malheureusement, a été trop exploitée, à mon avis. Et personnellement, comme je l'ai dit, lorsque cette affaire avait éclaté, lorsque je me suis retrouvé à Paris dans le box des accusés, que j'étais l'un de ceux qui regrettaient la disparition de Mehdi Ben Barka. Parce que d'abord, c'était un Marocain prestigieux, c'était un nationaliste, un patriote. Personnellement, j'avais très peu connu, mais que je déplorais réellement, non pas seulement sa disparition, mais sa disparition pour le Maroc, parce que c'était un élément qui pouvait apporter beaucoup de choses à son pays. Ah! Des propos sans risque 17 ans après, mais le général Dlimi, c'est aussi et surtout celui qui a rétabli la situation au sud marocain, face aux troupes du Polisario qui ont infligé par le passé de sévères défaites aux soldats du roi Hassan II. Pour le général Dlimi et ses officiers, un souci constant, le renouvellement des armes de plus en plus sophistiquées qui ont fait leur apparition sur le terrain. Cependant, la supériorité actuelle de l'armée marocaine a été obtenue en grande partie grâce à l'aviation. Les avions F-15 américains et surtout les Mirage 3 français font la différence.
Chaque jour, les troupes marocaines lancent des opérations de ratissage pour mettre à l'abri les populations civiles. Hélicoptères, chars, artillerie lourde, blindés légers, but de ces opérations, repousser le plus loin possible, en territoire algérien, les troupes du Polisario qui continuent de s'infiltrer au Maroc. Il y a 4 jours, nous avons eu un accrochage qui s'est très bien terminé pour nous. Nous avons pu faire 3 prisonniers et ils ont eu 3 morts. Et nous... Un accrochage avec le Polisario. Avec le Polisario. Qui était à combien de kilomètres d'ici, est-ce qu'on sait? Une quinzaine de kilomètres d'ici. Donc c'est pas un exercice fictif, vraiment on Non, descend. non, réel, absolument. C'est une guerre au fond assez classique, surtout une guerre comme celle qui se déroule dans cette deuxième partie du XXe siècle, où nous voyons soi-disant des mouvements de libération installés dans un pays voisin, qui en l'occurrence pour nous l'Algérie, et à partir de ces bases mener des actions de guerre, parce qu'on ne peut pas parler de guérilla au moment où on emploie des chars de part et d'autre, mais l'apparition de ces armes est venue d'abord de l'autre côté, malheureusement. Pour qu'une guerre s'arrête, il faut ou une défaite de l'un, une défaite totale de l'un des deux adversaires, ou qu'il y ait consensus ou pression amicale sur les uns et sur les autres pour les amener à une table de négociation et aboutir à un compromis. Je pense que cette guerre pourrait s'arrêter assez rapidement si les uns et les autres, je parle de nos adversaires, quand je parle des uns et des autres, parce que vous avez l'Algérie, la Libye et le soi-disant Polisario manipulé par les deux. Donc s'ils se mettaient une fois pour toutes d'accord pour l'application des résolutions qui ont été acceptées par l'ensemble à Nairobi, et qui consistait en un cessez-le-feu d'abord, et ensuite en l'organisation d'un référendum pour consulter les populations du Sahara sur leur avenir, je pense que la guerre pourrait s'arrêter. Du nord au sud, l'armée est omniprésente, cette armée plusieurs fois putschiste, tentée par le passé par des aventures politiques. Avant cette guerre, le roi Hassan en avait peur. Aujourd'hui, il doit compter avec elle et sur elle. Les militaires restent les gardiens de la monarchie, mais tout le monde a encore en mémoire les tentatives de coup d'État de Skhirat. Non, l'armée n'a pas de prétention politique, absolument pas. L'armée actuellement, je dois dire que même si elle est engagée dans ce conflit du Sahara, est fière de remplir la mission qui lui est confiée. Et actuellement, que ce soit les officiers, les sous-officiers, les hommes de troupes qui la composent, sont fiers et dignes de la confiance qui a été placée en eux. Et je dois ajouter que toute armée, que ce soit l'armée marocaine ou toute armée, qui est heureuse de faire son travail, qui est heureuse de faire le métier et que les uns et les autres ont choisi, cette armée, on ne peut pas attendre d'elle des problèmes sur le plan intérieur dans un pays. Donc pas de danger de coup d'État comme ça s'est passé auparavant? Absolument pas, absolument pas. Et d'ailleurs, les coups d'État qui ont eu lieu avant ne concernaient absolument pas l'ensemble des femmes, mais concernaient quelques éléments qui se comptaient sur les doigts d'une main. Et n'oubliez pas que c'est l'armée qui a rétabli l'ordre après l'affaire de Skhirat. Toujours Dlimi, cette fois aux côtés du roi qui recevait à Ifrane une délégation d'ambassadeurs arabes. L'ombre du monarque est devenue au fil des années l'ami personnel et le conseiller le plus écouté. Craint et admiré, il symbolise aujourd'hui parfaitement l'ambiguïté qui a toujours existé au Maroc entre le souverain et son armée. Voilà. Voilà.
Montre-nous, mon général. Pas chaud. Depuis le pesquet que je veux. Ouais.